Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour réussir tous les jours et dans tous les domaines. C'est tout un programme et pourtant c'est la vérité. Et j'ai encore la grâce d'être avec Lifa. Salut Lifa. Salut Emma et bonjour à vous tous qui êtes connectés avec nous sur ce merveilleux podcast La Victoire d'aujourd'hui. Et au long de cette semaine, en fait, nous donnons des clés pour vivre le miraculeux. Et aujourd'hui, on va vous expliquer un miracle dans le domaine des études. Exactement, donc c'est ce que toi tu as vécu quand... En fait, tu as toujours rêvé d'être avocat. Ouais. Donc, aussi longtemps que tu te souviens, je pense que tu as toujours rêvé d'être avocat. Mais c'était dans un petit coin de ta tête et tu disais, est-ce que réellement c'est quelque chose de faisable? Parce que l'environnement dans lequel tu étais, c'était pas forcément l'environnement où c'était propice C'est ça. à pouvoir exercer un métier aussi prestigieux, parce que ça reste un métier prestigieux. Mhm. Mais pourtant, tu es arrivé de ça et puis Dieu l'a fait. Raconte-nous ça. C'est ça. Non seulement l'environnement, mais aussi le rêve en fait que je portais. Un autre rêve que je portais dans ma vie, c'était celui de devenir footballeur professionnel, que j'ai pu au fait toucher de mes mains, puisque je suis devenu footballeur professionnel à 17 ans et demi, 18 ans. Et donc à ce moment-là, en fait, c'est comme si j'étais dans un moment de choix et dans un dilemme surtout, parce que être footballeur, c'est un métier, être étudiant, c'est un métier, entre guillemets, parce que c'est ce qu'on fait toute la journée. Ce que tu fais toute la journée, c'est ton travail principal. Donc quand je suis arrivé à ce moment-là de choix, j'avais en fait reçu une parole de Dieu qui me disait « Tu annonceras la justice ». Malgré que je portais depuis l'enfance, en fait, finalement, le rêve de devenir footballeur professionnel, j'ai dû, en fait, m'orienter vers le choix de Dieu pour ma vie. Et je crois aussi que Dieu est bon et qu'il ne voulait pas que j'arrête totalement le football. Donc, ce que j'ai fait au final, je vous passe un peu, je fais une histoire longue, courte, c'est que finalement, j'ai choisi bien de poursuivre les études et juste de descendre en deuxième division par rapport au football, ce qui me permettait de ne pas avoir 2 entraînements dans la journée, puis de courir pour aller à la fac. Vous voyez un peu, tu vois un peu le tableau. Je pense que comment tu l'as vécu avec moi un peu ce moment-là critique, là où j'allais vraiment à 2 entraînements la journée. Le soir, je revenais pour essayer de vivre ma vie d'étudiant. Là, c'était un peu compliqué quand même. Mais la difficulté quand on poursuit de rêves aussi grands, alors on peut tout réussir, mais aussi on a des fois la sensation qu'on peut tout perdre. Et c'est ce que j'avais l'impression parfois avec toi, c'est que tu poursuivais 2 rêves qui sont vraiment le haut niveau dans les études et le haut niveau dans le sport. Alors, je sais que c'est possible, c'est juste que là, il y avait des moments où tu disais, mais est-ce que je suis pas en train du coup, je fais pas super bien le foot et je fais pas super bien les études. Donc, le truc, c'est ça, c'était ma sensation. Mais par contre, moi, je crois qu'on peut viser l'excellence dans tout. Et donc, ce qui s'est produit, c'est que malgré tout, tu as visé l'excellence alors du coup dans le foot, mais en te disant, je vais travailler dans un niveau un peu plus bas, c'est-à-dire Division 2, ça reste un très beau niveau en fait. Surtout en Belgique, c'est un football avec un très beau niveau. Mais tout en me disant, je vais poursuivre les études aussi avec excellence, et c'est ce que tu as fait. Et puis, moi, j'étais spectatrice de ça. Je me disais juste, je sentais vraiment en fait que tu avais vraiment ce rêve qui t'habitait là. Oui. C'était difficile de déloger ce rêve. Et peu importe ce par quoi tu passais, ce par quoi on est passé toutes ces années, moi j'ai toujours eu l'impression en fait, Liv, que ton rêve il est resté tout le temps dans ton cœur. C'est ça. Et qu'il y a personne qui pouvait le faire sortir. C'est comme s'il s'accrochait à ton cœur et que la vie voulait l'arracher de ton cœur, les circonstances, tout ce qui y arrivait. Et en fait, toi, ce rêve t'habitait. C'est ça. En fait, il y a ce genre de rêve des fois que nous possédons. Et puis, il y a ce genre de rêve, des fois, qui nous possède. Et moi, j'avais vraiment le sentiment, en fait, que ce rêve, c'était vraiment, il habitait en moi. Ouais. C'est lui, en fait, qui me possédait. Et c'est lui qui me tirait. Et tant que je gardais la vision, tant que je gardais le focus, eh bien, ce rêve-là allait me pousser, allait m'attirer. Et donc, ça, c'est vrai, engendrer quand même
premièrement un dilemme, mais aussi deuxièmement, des difficultés. Puisque même si j'étais descendu en seconde division, il est arrivé un moment où quand même j'avais l'impression de tout perdre. Donc j'arrivais plus à jouer à mon meilleur niveau parce que j'étais aussi concentré sur les études. Et dans les études, j'étais limite. À tel point que j'ai raté 3 fois la première finalement. Le deuxième, non, 2 fois la première. Donc j'ai repris 3 fois. Mais la troisième fois, en fait, ce que j'ai repris simplement, c'était la session d'examen au-delà de la deuxième session. C'était une faveur en fait qui avait été octroyée par l'université parce que j'étais un footballeur de haut niveau. Et déjà, je me rappelle que, désolé de te couper, mais en fait, je veux vraiment insister parce que c'est la preuve que ce rêve t'habitait. C'est qu'au moment où en fait tu dois reprendre pour la 3e fois ta première année, là tout le monde, tes proches, tout le monde, même les gens qui vraiment, c'est des gens qui t'aiment là. En fait, c'est pour ton bien qui te disaient ça. Oui. Je disais mais est-ce que c'est fait pour toi là? Vas-y, remets-toi en question. C'est ça. Ouais, remets-toi en question. Et il me posait cette question parce que j'étais passé du système universitaire au système de haute école. En Belgique, le système universitaire, c'est le plus élevé. Et on a ensuite le système de haute école qui est moins élevé et d'ailleurs qui n'est pas le schéma typique pour devenir plus tard avocat, puisque si tu veux devenir avocat plus tard, après les 3 années de haute école, il faut que tu reviennes absolument dans le système universitaire via un master avec ils appellent ça un programme d'équivalence qui dure 2 ans supplémentaires. Donc, au lieu de faire 5 ans, tu vas en faire 7, voire 8 au total d'études. Donc, c'était vraiment hyper compliqué. Déjà, rien que le fait de descendre en haute école, en fait, toi, ton rêve s'éloignait. Oui. Mais pourtant, tu y croyais encore. Donc, tu voulais pas te dire, je vais faire des études, je sais pas moi, de médecine. Tu disais non, je continue, je vais rester, même si ça me fait, c'est peut-être un petit détour, mais ça n'empêchera pas la destination finale. En fait, ce que j'avais, c'est que j'avais une parole claire que j'avais reçue avant de commencer les études. Et donc, je m'accrochais à ça. Et malgré, c'est vrai que je pense que les personnes autour de moi étaient bien avisées, bienveillantes même. Elles souhaitaient que je puisse trouver ma voie, que je puisse réussir. Et voyaient, au fait, que pour le moment, il n'y avait pas d'échec. Il n'y avait pas de réussite, c'était l'échec. C'était l'échec, C'est ça. Et donc, me donner des conseils bienveillants. Mais finalement, ce n'était pas ce que j'avais reçu. Et donc, il a fallu au fait que je m'accroche absolument. Et au final, je réussis la première et le reste, en haute école, j'ai pu le réussir directement. Donc, j'arrive au bout avec un bac +3 en droit, une licence en droit. Mais qui ne me donne pas accès directement à la profession d'avocat. Je viens de faire 5 années d'études. Et tu as un diplôme. Et j'ai un diplôme, mais qui ne me donne pas accès à la profession d'avocat. Je devrais faire une équivalence qui durerait plus ou moins 4 à 5 ans. Donc t'imagines, au moment où tu es diplômé du bachelier, tu te dis, OK, c'est bien, c'est une réalisation, mais le chemin est encore très, très, très long. Et moi, j'étais avec toi dans tout ça, et c'est vrai que je voyais le chemin long. Mais tu vois, ce qui est trop bizarre, malgré tout ce chemin, on avait toujours on arrivait à voir, même s'il était assez petit là, loin. On arrivait à continuer de rêver. Ouais, on arrivait à se dire, là-bas au loin, il y a le rêve d'avocat. Il est très, très, très loin, mais on est en chemin, mais on savait que le chemin était long. Et donc, on continue à rêver, on continue à espérer. Je me rappelle quand tu terminais tes études de la dernière année de bachelier, là, tu avais un stage au tribunal, et on les voyait, ces avocats, avec leur toge, puis on se disait... Tu vois, on n'osait même pas se le dire, on les regardait tous, et tous les deux, parce que moi, j'allais à midi manger avec toi, là, à ton stage. Puis, on s'asseyait sur les marches du palais de justice, et on se disait, OK, c'est eux, en fait, c'est comme ça, c'est ça ton rêve. Et on les voyait avec leur toge, et puis ils marchaient hyper droit avec tous leurs dossiers. Et c'était notre rêve, en fait, parce que j'ai partagé ce rêve avec toi, donc c'était vraiment notre rêve, mais ça nous semblait quand même très, très loin. D'ailleurs, pour la petite histoire, je pense vraiment que c'était un clin d'œil de Dieu de pouvoir réaliser ce stage au palais de justice, au tribunal du travail. Parce qu'il y avait des stages dans plein de domaines. Il y avait des stages dans plein de domaines, mais seulement, en fait, j'avais essuyé, en fait, plein de refus dans tous ces domaines. C'est fou, hein. Et finalement, le seul lieu... Il y avait plein de domaines qui étaient assez sympas, mais le seul lieu, au fait, qui a finalement accepté, c'était le tribunal du travail. Monsieur Kless, vraiment une référence, pointure, c'est ça, une référence en droit du travail. Donc il a écrit tellement de livres. Substitut du procureur à ce moment-là, je pense.
Il accepte de me prendre donc en stage, mais en même temps, moi, ça me permet de découvrir l'univers judiciaire et puis de côtoyer les avocats. Et je pense qu'à ce moment-là, même si je termine mon bac en droit, que je suis fatigué déjà d'avoir fait 5 années d'études pour un bac plus 3, ce que je me dis quand même, c'est que je rêve. Je continue de rêver, je continue de voir en fait le rêve. Et je me dis, il n'est pas si loin, mais en même temps, il est loin. Parce qu'en fait, comme je l'expliquais, donc la transition, l'équivalence, là, ça prend énormément de temps. Donc, quand je termine mon diplôme, finalement, je prends la décision d'arrêter. Je me dis, j'ai besoin d'une pause. C'est ça. Donc, tu fais une pause, tu travailles en tant que juriste. À ce moment-là, le titre que tu as après 3 ans d'études, comme ça, c'est juriste. Oui. Donc, tu es juriste d'entreprise, tu travailles dans plusieurs entreprises. Mais c'est ta pause, mais dans ton cœur, tu sais que tu vas repartir. Il y a un mème qui circule un peu sur les réseaux sociaux d'un gars en fait qui décrit un peu ce qui est son poste de juriste, ce qu'il est effectivement. Et on lui pose la question, donc tu es avocat? Il dit non, je suis pas avocat. Il dit mais tu as fait des études de droit? Et puis oui, il dit oui. Et puis il dit donc je suis avocat moins. C'est ça en fait. Est-ce que ça avait cette sensation d'être avocat C'est moins sûr. Oui. Ouais. En fait, ce qu'il a décrit de manière un peu humoristique là, c'est la sensation qu'on a lorsqu'on est juriste. C'est d'être un avocat moins, même si, il faut quand même le souligner, il y a de très excellents juristes qui ne sont pas du tout des avocats moins, ce sont des gens qui, peut-être même des fois, tu as des juristes qui ont fait des doctorats. Et par décision. Et juste par décision, ils ne sont pas allés faire le barreau, mais c'est vrai pour quelqu'un qui a en lui, au fait, de l'aspiration de devenir avocat et qui finalement est cantonné au rôle de juriste, pour lui, c'est ça son sentiment, mais pas pour les autres qui le font par choix. Et donc, je suis là dans cette, pour moi, fatalité. C'est-à-dire que je vis ça comme une forme de limitation, mais je travaille. J'ai réussi à trouver du travail. Donc, t'as quand même ton rêve, il est, on va dire, t'as à moitié. Donc, c'est-à-dire que t'as pas abandonné. Donc, t'as persévéré, t'es arrivé à quelque chose. Dans le domaine du droit, tu as eu un diplôme, mais tu sais que c'est pas tout. Tu sais qu'il y a tellement plus grand. Ouais. Et je pense qu'un élément vraiment décisif pour nous, ça a été en fait l'appel de Dieu à partir vivre en Martinique, parce que quand on arrive à la Martinique, en fait, Dieu me rappelle à ce rêve. Ouais. Et du coup, je commence à sonder un peu l'université. Il y a une université là qui a cette fac de droit, une fac de droit, et je sonde, je leur soumets en fait ma candidature avec mon dossier. Je prends le bac plus 3 que j'ai. Je rappelle qu'en Belgique, l'équivalence fait que avoir un master qui devrait normalement prendre 2 ans, c'est 2 ans supplémentaires, donc c'est 4 ans au minimum qu'on va devoir faire pour pouvoir avoir un diplôme qui normalement demande 2 ans là, et le master. Et là, en fait, à la Martinique, ce qu'ils me disent au bout de l'analyse de mon dossier, c'est que je n'ai pas besoin d'équivalence. Je peux aller directement au master. Waouh! Et là, je me dis, c'est la grâce de Dieu. C'est une porte ouverte incroyable. Parce que dans ton propre pays, avec le même diplôme, dans ton propre pays, on te dit, il faut faire 4 ans. Je ne sais plus combien, en tout cas, c'était très long. Et là, on te dit, non, directement, vas-y, tu es en master. Donc, et là, à ce moment-là, on t'accepte à l'Université des Antilles de la Guyane. On t'accepte en master, ça s'appelle droit privé et sciences politiques. Ouais. Donc génial. Ouais. Donc tu fais ces études-là et donc moi je suis kiné à ce moment-là. Donc là on commence vraiment à se dire en fait c'est comme si l'espèce d'image avocat est de plus en plus près de nous. On la touche pas encore, mais c'est de plus en plus près. Moi comment je voyais les choses, c'est comme si j'ai toujours eu la vision, mais le chemin en fait était sinueux là. Ouais. Le chemin semblait être hyper étroit, avec énormément de virages, hyper complexe là. Mais quand j'arrive à entrer en master à la fac de l'Université de la Guyane et des Antilles de la Guyane, eh bien je me dis à ce moment-là, le chemin, c'est comme s'il s'éclairait tout d'un coup et je voyais le chemin qui menait donc à l'accomplissement. Mais il restait un élément hyper décisif et hyper chaud. C'était l'examen du barreau en France. Parce que maintenant, comme on est en Martinique, c'est comme si je suis dans le système français. Là, tu as basculé en fait dans le système français. Du coup, c'est bon. Déjà, il y a toute une histoire pour le master, mais un jour, on en reparlera. Mais même pour décrocher le master, ça a été quelque chose parce qu'en fait, toi, tu as fait toutes tes études toujours en ayant des deuxièmes sessions. C'est pas grave, tu n'as aucune pression. Tu n'es pas une personne qui te met de la pression, donc tu réussis très bien, mais tu réussis à ton rythme. Ouais. Mais là, j'étais enceinte de Sam, et là, je t'avais dit, Lifa, moi, j'achète les billets, on rentre en Belgique.
Belgique. Ouais. Donc, tu dois réussir en première session pour la première fois de C'est ta ça. vie. Il n'y a pas le choix. Et donc, bref, tu étudies, et puis tu réussis très bien d'ailleurs, avec distinction, je pense, en première session. Donc, génial. On rentre en Belgique avec ce diplôme-là. On retourne habiter donc près de chez nos parents. Et là, tu as ce diplôme français. Et donc, je commence à préparer dans maintenant le système l'examen du barreau le en concours. France. Ouais. C'est un concours. Et le concours, en fait, ça prenait 1 an pour préparer. Donc, ça veut dire que pendant ce temps-là, je devais mettre tout le reste en suspens. Pages. On est parti. Et t'étais, je pense, tu t'étais inscrit si je me trompe pas, à Reims. On était parti à l'école d'avocat de Reims pour t'inscrire parce que du coup, il fallait que tu passes le concours d'avocat. Ouais. Et donc, je suis en train de bosser plus ou moins 1000 pages durant cette année-là. Et au bout d'un moment, on a 2 enfants. On a des défis également financiers. Je dois quand même de temps en temps prendre un petit job. Je continue à jouer au football parce que ça rapporte quand même aussi un peu. Et je me rends compte que là, c'est comme si le chemin était à nouveau en train de s'éloigner. Il devenait à nouveau nébuleux, sinueux. Au bout d'un moment, je dis à Dieu, en fait, j'y arrive pas là. En fait, c'est comme si je me rends compte que c'est trop dur pour moi. Mais je me dis, mais Seigneur, en fait, c'est toi qui m'as donné ce rêve. Ce rêve, je ne l'ai pas inventé. C'est ce rêve qui est venu à moi. J'ai pas été courir vers ce rêve. Ce rêve est venu à moi. Moi, je voulais devenir footballeur professionnel et j'étais footballeur professionnel. J'avais déjà signé mon premier contrat. Il fallait juste que je m'accroche pour signer mon premier gros contrat. Mais seulement, j'ai mis ça en suspens. J'ai commencé à demander à être prêté dans un club de 2e division pour justement poursuivre le rêve de Dieu. C'est là sur ma vie. Donc, je rappelle ça à Dieu. Je lui dis, moi, en fait, ça, c'est trop dur. J'ai juste pas la possibilité de le faire avec la vie que je mène aujourd'hui. Donc, j'arrête d'étudier ça, mais je t'attends. J'attends maintenant un miracle de ta part, un miracle de toi. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de ma famille, je vais servir Dieu, je vais pourvoir comme je peux aussi, contribuer comme je peux aux besoins de ma famille. Voilà ce que je vais faire, Seigneur, et je vais te servir à fond. Je serai là à toutes tes réunions, je vais évangéliser dans les rues. J'ai commencé à prendre mon sac à dos pour aller évangéliser dans les rues. Donc j'étais vraiment concentré sur les affaires de Dieu là. Durant cette phase-là, et vraiment, cette phase-là, elle a quand même, elle a été difficile pour moi en réalité, parce que c'est vrai que ça a été une phase où j'ai abandonné le rêve, entre guillemets. En fait, parce que j'abandonne, ou en tout cas, j'ai relâché totalement le rêve. J'ai dû le relâcher parce qu'en fait, je ne faisais plus rien concernant le rêve. Où pendant plusieurs années, j'ai vécu pour le rêve. Mais oui. J'ai vécu en faisant plein de choses. Tu le gardais devant les yeux, il y avait les études, ça te rapprochait. Donc, c'est ça le truc, c'est que pendant des années, ça a été le rêve, et là, au loin, mais il est là, il est là constamment. Et je le garde vivant parce que je fais. Mais oui, donc t'avances. Ouais. C'est des petits pas, mais t'avances. Mais là, c'est comme si tu t'es dit, là, avocat en France, c'est toute une histoire impossible. Donc, tant pis. J'ai relâché. Et Seigneur, je sais pas ce que tu veux faire avec moi, mais je la relâche complètement. Je relâche complètement ce rêve. C'est ça. Et juste pour préciser, pour que vous compreniez à quel point, en fait, j'étais barré, parce que avocat en France demandait d'étudier tellement de pages. Et même une fois que tu avais réussi les 1000 pages et le concours d'avocat, ça te donnait pas accès, t'es pas avocat tout de suite. T'avais un stage d'abord. T'avais, je pense, l'école au barreau. À l'école. Enfin, c'était pas sorti d'auberge. Et honnêtement, les 1000 pages, là, moi, je les voyais, c'est pas rien, là. Avec des enfants, avec tout ça. Oui. C'était mission presque impossible. Et surtout, en Belgique aussi, la Belgique refusait de reconnaître mon diplôme français. Donc, c'est ce qui m'empêchait aussi de pouvoir prêter serment en Belgique. Mon diplôme français n'était pas reconnu en Belgique. Donc, je suis avec cet état de fait, je prends cette décision. Même, je sais qu'au niveau mental, au niveau moral, ça m'avait vraiment porté un coup. Donc, un jour, j'étais content, l'autre jour, un jour, j'étais normal. L'autre jour, j'étais un peu triste, déprimé, parce que je ne savais pas ce que je devais faire de ma vie. Quand vous marchiez là, j'avais marché déjà 7 ans en portant ce rêve, et puis que tout d'un coup, vous vous dites, mais en fait, là, les derniers pas, je ne sais pas les faire de moi-même. Eh bien, c'est comme si tu abandonnais ton rêve. Et donc, j'étais là en train de m'interroger même sur ce que j'allais faire de ma vie. Donc, la seule chose qui me réconfortait, c'était d'avoir choisi Dieu, d'avoir choisi de servir Dieu et de lui avoir délaissé complètement la responsabilité, en tout cas, par rapport à la profession d'avocat. Et j'attendais le miracle de Dieu. Même si je ne faisais rien, j'attendais le miracle de Dieu. Et un jour, ce miracle est arrivé. Ma belle-sœur m'appelle et me dit, au fait, je viens de contacter le barreau. Et là, le barreau, au fait, m'annonce que
Elle avait fait aussi un peu le même circuit parce que je lui avais expliqué que en France, on arrivait à elle avait poursuivre. fait le barreau, Donc, elle avait fait un master à bac Paris. plus droit, ouais, c'est ça. Mhm. Un bac en Belgique et un master à Paris. Ouais. Et en fait, elle me dit, le barreau de Belgique, le barreau Bruxelles, lui autorise à prêter serment parce que la loi vient de changer. Donc, nos diplômes qui autrefois n'étaient pas pris en compte parce que c'était un diplôme étranger, aujourd'hui sont pris en compte si tu as un bac plus 3 en Belgique. Donc, vraiment, il fallait absolument qu'il y ait cet élément-là. Le bac plus 3 en Belgique, un master à l'étranger suffit. Un master en France. En France. C'est même pas tous les pays, c'est un master en France. Un master en France. Aujourd'hui, ces 2 choses suffisent à pouvoir prêter serment au barreau de Bruxelles, en Belgique. Exactement ton statut. C'était moi. Et on était donc 3 dans la situation. 3 personnes en Belgique qui avaient ce parcours. Et donc, en fait, juste cet élément-là m'a emmené maintenant dans la recherche d'un maître de stage. Parce que pour prêter serment, pour commencer le stage, il fallait un maître de stage. Et puis, prêter serment aussi, en général, il faut un maître de stage. Donc, je cherchais un maître de stage. Et maintenant, c'était un nouveau combat pour moi. Chercher un maître de stage, trouver un maître de stage. Avec mon parcours atypique, j'ai remis tellement de CV. Et souvent, j'avais pas de réponse. Quelquefois, des réponses négatives. Jusqu'au bout d'un moment, on a recruté, on a remué ciel et terre, plutôt avec toi notamment, on a remué ciel et terre, on a trouvé quelqu'un qui voulait bien me prendre en tant que stagiaire, mais seulement il me faisait toujours attendre parce qu'il disait c'est pas le bon moment, financièrement je dois encore attendre, c'est pas le bon moment, etc. etc. Et puis j'ai duré comme ça peut-être 9 mois là, à l'attendre. Et à un moment, je te dis, mais est-ce que tu as besoin absolument d'un maître de stage pour prêter serment? Et c'est là que tu me dis, tu cherches avant de me dire oui, tu vérifies quand même. Puis tu me dis, mais en fait, non. On pouvait prêter serment. On peut au moins prêter serment. Et avec après, le bâtonnier. Et après, on voit, c'est ça. C'est ça. Donc, normalement, tu prêtes serment en ayant maître de stage, mais il y avait une exception. On pouvait prêter serment si on n'avait pas de... Voilà. Dieu fait de nous les personnes privilégiées, donc nous sommes des exceptions. C'est fou. Et là, en fait, on pouvait exceptionnellement, si on n'avait pas de maître de stage encore à ce moment-là, prêter serment avec le bâtonnier qui nous servait de maître de stage. Mais ça ne pouvait pas commencer le stage, mais en tout cas, le bâtonnier nous servirait pour la prestation de serment. Pour la prestation de serment. Donc, on va, même ce jour-là, franchement, mais c'était encore une fois combattu. Ça veut dire que je crois réellement que ce rêve était tellement celui de Dieu que l'ennemi aussi a essayé vraiment à tout moment de te décourager. Et le jour où on a prêté serment, nous on habitait à Quiévrin, qui est à l'autre bout de la Belgique, c'est juste à la frontière française. À la frontière française. On habite là, on a 2 enfants. Et pour nous, c'était très important que nos enfants soient là à la prestation de serment. On habille nos enfants, c'était à 8h du matin à Bruxelles. Branle-bas de combat. On est là, on est avec les enfants, les petits nanana. On court. Et pourtant, on était parti tôt. On était parti tôt parce qu'on voulait pas les bouchons de Bruxelles. Et on trouve encore le moyen d'être limite en retard. Oui. Donc, il y avait eu tellement de bouchons. Nos prévisions n'étaient pas assez larges pour pouvoir arriver longtemps à l'avance, malheureusement. Et on a changé depuis. On est devenu très, très ponctuel. Mais on est toujours ponctuel en fait. On était ponctuel. C'est juste que ce jour-là, il y avait plein de bouchons aussi, sincèrement. Je pense qu'on est parti genre à 6h de Quiévrin. Et c'était à 8h. On s'est dit, ça va, c'est large. Mais t'étais combattu réellement. Ensuite, quand j'arrive au palais de justice, j'ai pas encore de toge. Donc il faut que j'en loue une. Perte de temps. Donc je vais à ce qu'ils appellent le casier des avocats. Et là, j'échange... contre ma carte d'identité, un peu de monnaie, une toge. Je prends ma toge, je cours dans la cour d'appel, parce que c'est à la cour d'appel qu'on prête serment. Et la cour d'appel, c'est hyper long. Et on doit se classer maintenant par ordre alphabétique. Mais moi, mon nom, c'est B, Bombélé. Donc, je suis tout devant. Tout devant. Donc, tout le monde est déjà là. Moi et les enfants, on était déjà là parce qu'on était rentrés en attendant que tu ailles prendre ta toge. Donc, on était là. Le public est tout derrière, en fait. Et puis là, donc, il y a tous les avocats qui ont leur toge et tout. Puis toi, tu arrives en dernier et tu marches avec des chaussures. Je ne sais pas pourquoi tu avais mis des chaussures qui faisaient autant de bruit ce jour-là. Et donc, on n'entend tes pas. Et puis, tu te mets tout devant. Et on vit ce moment avec les enfants. Juste pour faire cette histoire un peu plus courte sur la fin. Je prête serment. Tout va bien. Avec nos enfants, c'est un merveilleux souvenir qu'on a. Et le lendemain, on a un coup de pression à court de l'ennemi. En fait, je reçois un mail de la même personne qui m'avait autorisé à prêter serment, qui me dit... monsieur plutôt, je vous avais autorisé à prêter serment, mais voici maintenant la loi vient à nouveau
de changer. Et donc, vous ne pouvez plus prêter serment. Mais elle n'est pas informée au fait que j'ai déjà prêté serment. Parce qu'elle s'occupe uniquement de la législation. Et puis, il y a d'autres responsables pour tout ce qui est de la prestation de serment à Bruxelles. Et c'était trop tard. Et donc, j'avoue que j'ai été d'abord perturbé. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Je me rappelle, c'était très tôt quand tu as reçu le mail. On est là, tu cherches, et en fait, tu regardes et tu dis, mais en fait, j'ai prêté serment devant la cour d'appel, il n'y a personne qui peut briser ça. C'est genre la cour d'appel, c'est le summum. Et là, c'est ça. Dieu l'avait fait. Dieu fait ce genre de choses. Amen. Il a ouvert cette porte rien que pour toi. Et elle s'est refermée juste après. C'est notre Dieu, c'est comme ça qu'il est. Donc, vous voyez, Dieu fait ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on est vraiment bénis de le servir. Et donc, on se donne rendez-vous la prochaine fois. Et d'ici là, rappelez-vous de ceci. C'est qu'en Jésus, nous sommes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca